Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir en Centrafrique, les groupes armés continuent de sévir malgré les moultes tentatives visant à ramener la stabilité sur le territoire. Ce 5 janvier, la MINUSCA a d'ailleurs rendu hommage à 5 de ses casques bleus décédés dans l'exercice de leurs fonctions, cérémonie organisée à Bangui, durant laquelle ils ont été décorés à titre posthume. La relance économique post-Covid de l'Afrique subsaharienne se fera lentement en 2021. Selon la Banque mondiale, la reprise de la consommation et de l'investissement privé pourrait être plus lente que prévu antérieurement sur le continent en cette nouvelle année. Et puis au Sénégal, un nouveau couvre-feu a été mis en place dans les régions de Dakar et de Thiès pour faire face à la recrudescence des contaminations à la Covid-19. Une mesure loin de faire l'unanimité au niveau des populations. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Jean-Marie Talley, directeur général de la fiduciaire Fiscofin. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Et Abdelkerim Kondogomi, directeur Afrique Internet sans frontières et chercheur associé à l'IPSE. Bonsoir Abdelkerim. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. La situation de la Centrafrique préoccupe la communauté internationale. Dernièrement, c'est le président français Emmanuel Macron qui a une nouvelle fois condamné les tentatives de déstabilisation des groupes armés et de certains leaders politiques. Ces offensives rebelles menées depuis plusieurs semaines ont entraîné des pertes en vies humaines dans les rangs de soldats de la paix déployés dans le pays. Une cérémonie d'hommage s'est tenue en leur honneur. Gladys Mwamba. Burundi, Cameroun, Bangladesh, telles sont les nationalités des soldats de la paix qui ont récemment perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions en Centrafrique. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine leur a rendu hommage le 5 janvier lors d'une cérémonie commémorative qui s'est tenue au siège de la MINUSCA à Bangui. Je vous rappelais que ces 5 braves se sont éteints pour que brûle la flamme de l'espoir et de la paix en terre centrafricaine. Ils sont morts pour que la population centrafricaine puisse vivre dans la sécurité et la dignité, puisse exercer son devoir citoyen de vote dans un contexte hautement dangereux, volatile et exacerbé par la pandémie de la Covid-19. Malgré la fragilité économique et sanitaire qui frappe toujours la République centrafricaine, ils auront payé le prix de leur engagement et de notre idéal à tous, faire de ce pays un endroit meilleur. Salués pour le sacrifice ultime d'avoir donné leur vie pour sauver la vie d'autrui au nom de la paix, les 5 soldats ont reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine, l'un des plus grands honneurs du pays. Même s'il s'agit d'un moment de tristesse, nous jugeons prudent d'honorer et de célébrer leur grandeur et leur sacrifice qu'ils ont fait dans l'exercice du devoir et du service à l'humanité. La MINUSCA, composée d'environ 11 500 soldats, avait été renforcée par la venue de 300 casques bleus rwandais à la veille de la tenue des élections du 27 décembre, une réponse à l'offensive rebelle menée depuis le 17 décembre 2020 par les principaux groupes armés qui contrôlent déjà les 2 tiers du pays, des tentatives de déstabilisation que les autorités attribuent à l'ancien président François Bozizé, dont la candidature à la présidentielle avait été invalidée, allégation démentie par ce dernier. Abdelkerim, ce matin même, une nouvelle attaque a été déjouée à l'entrée de Bangui, dans la zone de PK11 et PK12. Où est-ce que la Centrafrique va aujourd'hui? Ce qui s'est passé ce matin montre qu'on a sous-estimé la capacité des nuisances des rebelles. On a vu globalement que la réaction ou la tenue des élections allait peut-être arrêter, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Que malgré la présence des Russes, malgré la présence de l'ONU, malgré le renfort rwandais et les forces centrafricaines, ça n'a pas empêché les rebelles de venir jusqu'à dans la capitale. Cela montre que ce qui se passe en Centrafrique en ce moment est un ensemble des enjeux qui dépassent l'État centrafricain. D'abord, quand on regarde sur le plan international, on voit bien les forces en présence
on voit que la France a perdu le terrain. Depuis son départ en 2016, le départ des forces sangaristes en octobre 2016, et l'arrivée des Russes, et qu'on voit très bien que la France veut revenir dans son ancien précaré, et que les Russes ont conquis un espace qu'ils n'ont pas et qu'ils ne veulent pas lâcher. Donc on voit la bataille sur le plan international de la présence des Russes et Français. On a vu Facebook a supprimé des comptes russes et français qui sont en train d'influencer dans ces zones. Sur le plan politique intérieur, on voit très bien que Touadéra a réussi à tirer son épingle du jeu au détriment de l'opposition de Léguélé ou Ziguélé ou des autres candidats, en se positionnant comme la personne légitime. Parce que les autres, par leur position par rapport aux rebelles et leur neutralité par rapport aux groupes rebelles, ont montré que... Mais aujourd'hui, avec la situation actuelle, est-ce que la position en question compte vraiment? Si, parce que maintenant, pourquoi la communauté internationale soutient Touadéra, malgré qu'il y a seulement 8% des Centrafricains qui ont voté? Donc cette élection... un territoire en soi qui ne contrôle pas vraiment. Donc, quelle légitimité a Touadéra sur l'ensemble du territoire, si ce n'est le soutien de la communauté internationale? Aujourd'hui, Bozizé n'est pas légitime. Bozizé tente un coup d'État, un coup de force, ça ne marche pas. Mais pourquoi il continue à avancer? Pourquoi il a continué à avoir cette force? Pourquoi aujourd'hui il s'impose comme une alternative? Jean-Marie, il parlait de la Russie. Est-ce que c'est avec la Russie qu'il faut aujourd'hui négocier justement pour régler le conflit en Centrafrique? Disons que c'est extrêmement décevant, c'est extrêmement choquant. Parce que là, vous avez une démonstration du nombrilisme et de l'égocentrisme de la gestion du pouvoir de nos dirigeants africains, en tout cas en Afrique. Et on a toujours l'impression qu'ils sont téléguidés, qu'ils sont sous commande par des autres, pour les intérêts des autres, pas pour leurs propres intérêts. Qu'on veuille appeler à la Russie, qu'on veuille faire appel à la France ou à une autre force étrangère, je n'arrive pas à comprendre, et beaucoup d'Africains n'arrivent pas à comprendre pourquoi, avec le potentiel que regorge l'Afrique et que regorge ce pays essentiellement, la Centrafrique et bien d'autres autour, ils ne soient pas capables de pouvoir s'asseoir autour d'une table, de poser leurs problématiques qui concernent leur société, leur environnement, les envies, les ambitions, la vision de leur société, et de trouver un compromis pour pouvoir trouver une solution définitive qui rende le peuple un petit peu heureux, vu le potentiel sur lequel ils sont assis. Alors maintenant qu'on appelle les autres de venir séparer la guerre, de venir séparer la bataille, qui est à l'origine de la bataille? Qu'est-ce que ça apporte à des individus, à des groupes d'individus, fut-il des anciens présidents, ou des présidents en place, ou d'autres candidats? Qu'est-ce que ça leur apporte d'entretenir en permanence des groupes guerriers, des jeunes, des femmes, qu'on tue à volonté, qu'on tue à souhait leur propre population, des gens qui tuent leur propre famille, ça leur apporte quoi? Vous allez dans un pays que vous avez complètement décimé par les guerres, vous allez diriger quoi? Vous allez donner des ordres à qui? Alors, ouais, là, on voit les tares et les insuffisances de ceux qui dirigent l'Afrique. Or, le monde avance. La globalisation a fait qu'aujourd'hui on sache exactement ce que veut le monde, ce que veut l'Afrique, et ce qu'elle est capable, c'est qu'elle possède son potentiel. Alors que les Russes soient là, c'est pour leurs propres intérêts aussi. C'est de la géopolitique. Que les Français aient perdu du terrain, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le sait. La France a merdé en diplomatie globale et en diplomatie économique essentiellement en Afrique, et en Afrique, on va dire francophone, là où règne le franc CFA, donc qui était le précaré de la France. La France n'a pas évolué. Elle est restée assise dans son fauteuil en croyant que tout lui était dû, que tout lui appartenait. Le monde a évolué. Beaucoup de choses ont été découvertes, beaucoup de choses ont été dénichées, donc ça ne marche plus comme avant. Donc elle se retrouve aujourd'hui dos au mur, en position de devoir se bagarrer avec d'autres, naturellement, d'autres, j'allais dire, mangeurs de gâteaux, puisque l'Afrique est considérée comme une part des gâteaux, que les puissances internationales se partagent. La Russie n'est qu'un des mangeurs qui arrive. La Chine n'est qu'un des mangeurs qui arrive. La France en était un autre, mais veut rester l'autre, celui qui continue. Mais les Américains, c'est pareil. Tous les autres, c'est pareil. Mais l'Afrique est capable de se prendre en main. L'Afrique est capable de dire, voilà, maintenant ça suffit. Nous savons, nous connaissons exactement ce qu'il faut pour nos populations. On a une population qui est extrêmement jeune. Vous voyez des enfants, des jeunes, des femmes. On a assassiné, on tue tout le monde sous prétexte d'une guerre. Qui apporte quoi? Rien. Si vous savez qu'aujourd'hui, les relations qu'on a, prenez la Centrafrique, mais comme la plupart de tous nos pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique australe, les exportations ou les importations vers ces pays-là, c'est essentiellement, si ce n'est du matériel médical parce que c'est le Covid aujourd'hui, c'est essentiellement de l'armement, des choses qui concernent la guerre.
essentiellement. Et quand on sait comment le budget des guerres est budgétivore, le budget des guerres enlève tout, arrache tout, qu'est-ce qu'on prévoit pour le lendemain? Qu'est-ce qu'on prévoit pour une Afrique qui se veut jeune et construite et bâtie et solide avec tout son potentiel? Parlant d'Afrique, Abdelkerim, qu'est-ce que l'Union africaine fait? Voilà, en fait, quelle est sa position? J'ai répondu sur ce qu'il a dit, c'est que la solution, l'africanisation de la solution des problèmes africains. Mais ce qui se passe maintenant en Centrafrique, c'est que maintenant il faut prendre en compte ces forces armées qui s'opposent à ces processus. Mais comment, qui et quand? C'est qu'il y a de l'espoir, parce que moi je vois qu'avec le passage du flambeau de la présidence de l'Union africaine, qui va passer du Sud-Africain au président Tshisekedi du Congo, peut-être que ça va remettre un peu l'Afrique au centre de ces enjeux et que l'Afrique joue son rôle. Donc comment ça se fait? Il faut dialoguer maintenant. Maintenant que les rebelles sont aux portes de Bangui, la perspective de sortie des crises, ce n'est pas aller encore vers l'option militaire. Vers des confrontations inutiles. Toujours, on met l'option militaire en avant pour essayer d'écraser. Mais le président Touadéra a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de lever l'embargo. Oui, justement, on lève les embargos pour aller à l'affrontement. Mais maintenant que, comme... mais est-ce que ce n'est pas risqué, justement? Il ne faut pas y aller. Ce que j'ai dit, c'est que l'Union africaine doit prendre les devants pour maintenant aller vers le dialogue. Il faut dialoguer avec les forces en présence sous la houlette du président Tshisekedi. Il y a eu un accord en 2019, c'était un dialogue, mais là l'accord a été rompu. Rompu, mais maintenant il fallait remettre... Mais quand c'est rompu, il faut recommencer. Il faut recommencer autant que possible jusqu'à ce que ça se stabilise. Mais comme les Américains disent, est-ce qu'on négocie avec les terroristes? C'est pas les terroristes, c'est les En réalité, ce n'est pas les terroristes, on enrôle des gens. On enrôle des gens misérables, miséreux, qui sont souffreteux, qui sont dans le besoin, qui savent pas, qui n'ont pas de vision, qui ne connaissent même pas leurs propres ambitions. On vient leur dire que vous aurez ci, vous aurez ça. En réalité, vous voyez ces gens-là qui sont aux portes de Bangui aujourd'hui. Si demain, supposons que leur force accède au pouvoir, ils seront rien du tout. Les mêmes là seront encore des pauvres misérables qui vont les raqueter sur les bords des rues, dans les villages, dans les machins. Je vais juste regarder la coalition, les coalitions de ceux qui hier ont mis la Centrafrique à feu et à sang, qui se sont mis ensemble pour combattre ça. Donc c'est pour ça que je disais que l'enjeu est grand, parce qu'il y a beaucoup d'interférences, énormément d'interférences. Maintenant, pour combattre, pour trouver une solution, c'est aussi arrêter ces interférences. Qui est l'ONU aujourd'hui? Qui décide à l'ONU? Mais c'est les mêmes qui sont en train de s'affronter en Centrafrique. Donc on ne peut pas demander à l'ONU, qui a déjà une force sur place et qui n'a pas réussi à régler le problème en amont, et qu'aujourd'hui les rebelles sont dans Bangui. Il y a une réunion actuellement qui se déroule aujourd'hui sur la question au Conseil de sécurité. Oui, mais nous ne connaissons pas la fermeté de l'ONU dans cette situation. Chacun joue son tempo. Donc le plus important, c'est l'intérêt du peuple centrafricain. Qui va défendre l'intérêt du peuple centrafricain? C'est ça ce qu'il faut regarder. Maintenant, Touadéra a été élu, même avec... il a également demandé une réunion justement où on implique l'Union africaine qui aura lieu le 21 janvier. Oui, c'est l'Union africaine qui doit prendre les devants et s'imposer. C'est ça ce qu'il faut faire. Mais dans la logique de dialogue, il faut dialoguer. Il faut résoudre le problème par le dialogue. Touadéra va demander la levée de l'embargo, va en guerre, mais si la présence des Russes et de ses alliés allait suffire pour réduire ou arrêter la guerre, ils vont s'arrêter depuis la province. Depuis longtemps, oui. Ça n'a pas été. Mais maintenant, les gens sont dans la capitale, je crois que ce n'est pas... c'est bien l'option militaire, mais il ne faut pas vraiment négliger le dialogue entre les différentes factions en présence afin d'accepter la légitimité de Touadéra, tout en donnant, remettant Pourquoi ils remettent en question la légitimité du président Faustin Archange Touadéra, Jean-Marc? Vous savez, ils remettent en disant qu'il n'est pas, d'abord ils le disent, c'est leur mot, il n'est pas légitime, il n'avait pas le droit, il utilise les forces de l'État, il utilise les forces Mais le vrai problème qui se pose, c'est que chacun parmi tous ces gens-là est persuadé qu'il a la vérité absolue, qu'il détient le bonheur du peuple centrafricain, qu'il n'y a que lui et lui seul qui connaît la vision, qui connaît ce qu'il faut de meilleur pour le peuple centrafricain. Mais s'ils avaient cette solution-là, depuis 50, 60
60 ans, ça se saurait, on l'aurait vu à l'époque des partis uniques. Mais ils n'ont aucune solution. Quand vous avez Bozizé qui s'allie avec les autres, et puis qu'ils reviennent, qu'on dise qu'il est peut-être derrière tous ces guerriers. Oui, bon, vous savez, c'est un militaire, c'est un ancien. Et puis c'est de la politique, c'est la politique politicienne, ils ne reconnaissent jamais. Mais alors, même si c'était lui qui avait été au devant, vu et su de tous, il n'aurait jamais dit oui, c'est moi. Et vous aurez trouvé une pirouette toujours pour sortir. Mais bon, sous prétexte de... Alors, vous avez celui qui est en face, qui légitimement se sent être, même s'il a été élu après les presque 75-80%, mais sur quelle proportion de personnes? On ne peut pas être élu simplement par les membres de son parti. On veut un président qui gouverne tout le pays, pas simplement une poignée d'individus qui lui font allégeance. Et mais est-ce que la Centrafrique aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas en mesure de réorganiser des... Oui, mais parce que ces gens qui... Vous voyez, il n'est pas interdit que les groupes communautaires s'entendent. Il n'est pas interdit. Simplement, nous et nos hommes politiques et nos dirigeants politiques, anciens comme actuels et comme ceux qui prétendent le devenir, ils ont utilisé la fragilité des groupes communautaires pour les opposer les unes contre elles. Et ils jouent de ça aujourd'hui, pour dresser les uns contre les autres. Mais le problème, c'est de savoir que ça donne quoi au final? Annuler les élections, c'est donner raison aux rebelles. Voilà. C'est ce qu'ils demandent des rebelles. On est dans une impasse. Voilà. Oui, ça veut dire constamment, on va dans... effectivement. Il ne faut pas annuler les élections, puisque quand on annule, on donne raison aux insurgés. Donc maintenant que les élections ont eu lieu, il faut maintenant aller vers l'apaisement et le dialogue. Pour composer avec, maintenant préparer le futur. Oui. Et que celui qui est au pouvoir, comme il dit là, extrêmement intéressant ce qu'il dit. Les législatives n'ont pas encore eu lieu, je crois que pas encore. Donc il y a plein d'opportunités. Oui. Mais il ne faut pas du tout annuler, parce que quand on annule les élections, c'est qu'on a donné raison aux insurgés, et cela n'est pas bon pour l'Afrique, n'est pas bon pour les autres pays, parce que si à chaque fois qu'on n'a pas participé à des élections et qu'on conteste et on prend les armes et qu'on gagne, les revendications sont données, ça serait... C'est une perpétuation, c'est la continuité comme ça du désastre permanent. De la sous-région, dans d'autres pays où il y a des tensions, ça risque de se reproduire. Celui qui est au pouvoir, effectivement, ce qu'il dit est extrêmement important, parce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui, en fonction de ceux qui ont voté pour lui, est mis comme gagnant, il devrait mettre un peu de l'eau dans son verre et se dire à ce moment, dans son vin, et se dire à ce moment, il faut qu'il compose avec les autres. Même si c'est lui qui tient le guidon, les commandes, mais qu'il compose avec les autres factions ou les autres groupes et les autres visions de la société, les autres visions politiques de la société. On ne peut pas tout seul dans un pays fragile comme celui-là, avec le potentiel qu'il a, se dire qu'on a la vérité infuse. Personne n'a la vérité infuse. C'est valable pour la Centrafrique, c'est valable pour tous les autres pays qui se mettent ensemble à un moment donné, se disent voilà, j'ai ma vérité, chacun a sa vérité, composons ensemble, trouvons un compromis pour le meilleur de notre population, et ensuite on voit quelle est la nature des relations qu'on peut avoir avec l'extérieur, c'est-à-dire en gros dans le gagnant-gagnant, dans des échanges, parce qu'on ne veut pas un cercle fermé, on ne veut pas fonctionner en enclos, c'est impossible. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que nous avons pour nous-mêmes? Et ensuite, qu'est-ce que nous pouvons échanger avec les autres? Et là, on fait une ouverture aux relations internationales, tout simplement. Mais c'est un peu basique aussi, comme ça. Aussi les pays de la sous-région qui tirent les ficelles. Bozizé a été reçu par le Congolais Sassou, d'autres ont été reçus au Tchad, ainsi de suite. Donc, maintenant, je crois que pour trouver une solution définitive, que tous les pays du champ puissent s'impliquer et qu'on mette tout le monde autour d'une table, que chacun arrête de soutenir les uns et les autres, afin que la solution puisse voir le jour. Ce que tu dis là, ça peut paraître angélique, mais c'est pas... malheureusement, non, je vais te dire pourquoi. Parce que eux tous, même qui sont dans la sous-région, la légitimité n'est pas très affirmée, la légitimité populaire n'est pas vraiment très affirmée. Je parle de leur implication. Oui, ça veut dire que s'ils s'impliquent, ils vont devoir donner un point de vue de manière ferme, et on va leur dire en face que... On va continuer le débat en off. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. Oui. De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie. Nous sommes en compagnie de nos invités Jean-Marie Talley et Abdelkerim Koundou Goumi. Ouvrons à présent notre grand angle.
L'Afrique subsaharienne a connu une contraction de 3,7% en 2020, marquée par un bouleversement de l'activité économique provoqué par la pandémie de Covid-19, suivie des mesures de confinement. Les économies mondiales misent sur l'année 2021 pour amorcer une relance. En Afrique subsaharienne, celle-ci se fera plus lentement que prévu selon la Banque mondiale. Le continent, qui a besoin de plus de 100 milliards de dollars d'investissement par an, va notamment devoir s'accommoder d'une reprise lente des investissements privés cette année. Nathalie. L'économie de l'Afrique subsaharienne va connaître une lente reprise en 2021 avec des prévisions de croissance à 2,7%. Avec la survenue d'une deuxième vague de Covid-19, les investissements privés pourraient reprendre de manière modérée. Une perspective de la Banque mondiale, loin des besoins en financement de l'Afrique, estimée à plus de 100 milliards de dollars par an. La reprise des investissements privés ne sera pas à la hauteur de nos attentes. Donc c'est le coronavirus qui a confiné l'économie, qui par voie de retour, par voie de conséquence, va continuer à confiner même les investissements privés. J'ajoute, même les investissements publics vont être confinés, parce qu'il y a certaines activités dont la réalisation a besoin de beaucoup de main-d'œuvre qui s'agglutinent, qui ne respectent pas la distanciation sociale. Or, des experts estiment que l'Afrique a besoin d'un secteur privé plus impliqué dans le financement des infrastructures pour porter les économies. Ils recommandent le recours au partenariat public-privé parallèlement au financement par les marchés financiers régionaux comme alternative à l'endettement. Même s'il est possible d'envisager les partenariats publics-privés, leur réalisation va se faire à minima. Ça ne sera pas de nature à renflouer les économies africaines des financements effectivement attendus. L'Afrique subsaharienne a connu une contraction de son économie de l'ordre de 3,7% en 2020. Si les investissements privés vont connaître une lente relance, les exportations, elles, vont s'accélérer à la faveur de la relance des activités des principaux partenaires commerciaux. Jean-Marie, on parle de relance post-Covid, mais nous sommes toujours en pleine crise sanitaire. Comment se porte le continent africain sur le plan économique aujourd'hui ? Le continent africain se porte très mal. Et pire alors, le continent africain subsaharien, la partie subsaharienne, se porte très mal. D'abord parce que c'est un espace, un environnement qui n'a jamais eu de vision, ni de projection, et encore moins de prévision. Alors, vous remarquez que le secteur informel, le secteur privé aurait été logiquement les porteurs, les principaux acteurs de la relance et du redémarrage des économies de la sous-région subsaharienne ou des sous-régions subsahariennes. Ce n'est pas le cas. Vous savez, les jeunes aujourd'hui il n'y a plus d'ambition pour la plupart des jeunes qui eux-mêmes sont très ambitieux, mais les gouvernements n'ont pas d'ambition pour eux. On ne traite que du Covid et on traite mal du Covid. Quand je dis qu'on traite mal du Covid, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on regarde ce que rapporte le Covid en termes financiers, on se les répartit entre les poches, on ne les affecte pas pour booster des activités. On ne les affecte pas au secteur d'activité pour les booster. On ne finance pas les économies, on ne finance pas les projets des jeunes, on ne finance pas les ambitions des jeunes, on ne les encadre pas. Les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus victimes de la répression judiciaire, la répression sociale qu'autre chose. Et on s'aperçoit que quand on se tourne aujourd'hui à se focaliser uniquement sur la gestion du Covid, il n'y a plus ni d'ambition, ni de vision, ni de projection pour autre chose. Les organisations patronales, aujourd'hui, sont complètement en décalage complet avec l'État, avec les États. Les organisations patronales ont leur vision, leurs ambitions sont bridées, elles ne peuvent plus travailler avec un développement et des investissements sous forme de filières dans différents secteurs. Chacun fait le minimum, donc ça se gère à minima. L'État est focalisé à un focus sur sur la gestion de ce qu'il va appeler, on combat les détournements, on combat les abus, on réforme la fonction publique. Mais ça ne rime à rien du tout, ça ne donne aucun sens. Ce qui fait que quand vous prenez tout ça et que vous vous dites qu'aujourd'hui, les partenariats, d'abord on vous dit public-privé, mais en même temps on vous dit des partenariats avec l'extérieur. Il n'y en a plus de partenariats avec l'extérieur, ça ne vient plus. Pour la simple raison qu'aucun investisseur n'est rassuré. L'Afrique n'a pas eu le temps, et les dirigeants africains n'ont pas eu le temps de mettre en exergue le potentiel de l'Afrique, les capacités de l'Afrique, et ensuite
les capacités de gain, en tout cas le potentiel de gain, que les opportunités d'investissement que les investisseurs pouvaient prendre en Afrique. Donc ils n'ont pas eu le temps de l'étudier, ils n'ont jamais eu le temps, et encore moins maintenant dans cette circonstance. Donc que voulez-vous? Quand on réunit un peu tous ces éléments-là, sans oublier d'autres, quand on a des maladies qui déciment l'Afrique aujourd'hui, on a le Covid, mais vous avez le paludisme, vous avez le diabète, on ne s'en occupe plus. Donc le diabète, le cancer, on ne s'en occupe plus. On commande en Afrique essentiellement de l'armement, on commande tout ce qui va traiter du Covid, mais en même temps, vous savez que les guerres qu'on entretient, prenez l'Afrique de l'Ouest, prenez l'Afrique centrale, prenez l'Afrique australe. Vous n'avez que des guerres, des situations de tension. Et c'est extrêmement budgétivore. Ça bouffe le budget qui était censé être orienté vers les économies, le développement économique. Quand on n'a plus ça et qu'on tend la main aux bailleurs extérieurs qui ne peuvent plus venir, qui ne veulent pas venir parce qu'il n'y a plus de garantie, allez essayer d'investir dans un pays africain aujourd'hui. Vous allez voir que l'investisseur, le bailleur de fonds vous demande systématiquement les garanties financières, les garanties pour se couvrir. Il n'y en a pas. On va vous dire les matières premières, ainsi de suite, mais il faut investir pour pouvoir... Mais il y a pratiquement pas. Alors chacun jongle comme il peut. Et n'oubliez pas un élément important, quand on vous dit développer l'économie africaine, la relance économique africaine, on est passé à 3%, on est descendu. N'oubliez pas que la plupart de tous ces pays-là sont sous plan d'ajustement structurel, du FMI et de tous les autres. Alors quand vous prenez tout ça, vous mélangez, vous croyez qu'on va où? On ne va nulle part. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rester pessimiste, non. Il faut que l'Afrique se prenne en main et se rende compte qu'elle est assise sur un potentiel, elle est assise sur les opportunités et qu'il y a une jeunesse, il y a une dynamique africaine qui a envie d'évoluer, envie d'avancer, envie de se prendre en main. Il faut juste qu'on lui tende la main. Et tendre la main, ça veut dire en matière de financement de leurs projets, en matière d'encadrement et de régulation de leurs projets et ensuite en matière de fixation, d'orientation de leurs ambitions. Et tout ça, c'est possible. Ils n'attendent que ça. On a eu la chance que le Covid est arrivé, a décimé beaucoup de pays dans le monde entier, beaucoup de populations dans la plupart des pays du monde entier, et que l'Afrique se trouve aujourd'hui un petit peu en marge par chance, mais combien de temps ça va durer? Alors il faut qu'on tienne bon et qu'on tienne fort. Et que cette jeunesse... Vous parliez de prise en main. Abdelkerim, quelles leçons justement les États africains peuvent tirer de cette crise sanitaire-là, de la manière dont ils ont été affectés? D'abord, moi je voulais ajouter à ce qu'il a dit, qu'il faut reconnaître que l'Afrique a une forte capacité de résilience. L'Afrique a affronté beaucoup de difficultés et elle a toujours survécu. Non seulement, malheureusement, les gens s'arrêtent à la survie. Dès que l'orage passe, les gens reviennent aux mauvaises habitudes. Maintenant, la chance, comme il a dit, parfois malheur est bon, la pandémie a mis en exergue, pas seulement au niveau des dirigeants de la situation de l'Afrique, mais aussi des citoyens africains. Ils ont vu leur situation, que si les frontières sont fermées et que si l'économie africaine est coupée du monde, finalement il n'y a plus rien. Donc cela a mis en exergue la dépendance non seulement politique, mais économique, mais de notre survie avec l'extérieur. À ce moment-là, est-ce que la ZLECAf qu'on veut mettre en place peut rentrer en jeu et justement aider le continent africain à relancer son économie? Oui, mais avant de relancer l'économie, on relance comment? Maintenant, les États africains dans leur ensemble sont concentrés sur 3 défis de base. Donc ça veut dire combattre le Covid, ensuite trouver des moyens d'accompagnement pour amortir le choc au niveau des populations les plus vulnérables, et de troisième côté, de trouver les vaccins, parce que les vaccins c'est pas gratuit, il faut aussi trouver des moyens pour acheter les vaccins. Donc tous les États africains sont concentrés là-dessus. Je vais t'accompagner, je vais te rajouter un point, tu continues ton développement. Alors le point c'est le remboursement de la dette. Le remboursement de la dette, on ne fait que faire des moratoires. On ne fait que faire des moratoires. Mais le moratoire ne peut pas financer les vaccins non plus. Donc ce qui fait que maintenant sur ces défis s'ajoute le défi économique. Ça veut dire que maintenant, comme on n'a pas de soutien extérieur pour relancer l'économie, l'État n'a pas de moyens pour faire des investissements publics, on se retourne vers le secteur privé. Mais quel secteur privé, madame? Secteur privé africain? Le secteur d'investisseurs étrangers? Qui va amener? Étant donné que le secteur porteur, que ce soit au niveau des 2 économies africaines, le Nigeria et l'Afrique du Sud, on voit l'état de l'Afrique du Sud. Son économie a chuté de 12% quand on regarde. Et cette économie est basée sur le tertiaire, le tourisme et le pétrole. Le Nigeria dépend énormément du pétrole. À ce moment-là, il faut vraiment penser la question de diversification de l'économie, sérieusement. Mais quand on regarde les autres États du monde, comment ils ont tiré leur épingle du jeu? D'abord, les États, ce n'est pas le secteur privé qui a sauvé les économies françaises ou ailleurs. C'est les banques européennes ou aux États-Unis, c'est l'État qui a mis la main dans la poche. Ils ont mis la main sur l'argent sur la table pour sauver leur économie. Donc maintenant,
nous, qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique? C'est-à-dire de se retourner vers le consommateur africain. Ça veut dire que notre économie étant une économie d'exportation et de dépendance, maintenant, c'est de changer de paradigme. Comment on doit faire? D'abord, moi, personnellement, je pense qu'on a vu que l'Internet et la digitalisation a permis de sauver beaucoup de secteurs. Donc, que nos États investissent énormément dans la connectivité de l'Afrique. Ça veut dire, quand on développe l'économie numérique, ça veut dire que notre jeunesse peut continuer à travailler, à créer des emplois, à même créer des richesses à travers Internet. Donc, Internet qui coûte encore très cher. Développer les fibres optiques, ça veut dire investir là-dedans. Ensuite, essayer de rendre nos États compétitifs, et crédibles et attractifs. Maintenant, si on veut que les investisseurs viennent, il faut que sur le plan juridique, sur le plan du climat d'affaires, sur le plan de sécurité, qu'on investisse énormément afin d'attirer ces investissements, pas seulement de l'extérieur, mais seulement intra-africains. La question sécuritaire sera donc très importante. Très importante, d'où la ZLECA qui a été créée. Peut-être que ça vient vraiment à point nommé au bon moment. Peut-être c'est la chance à l'Afrique maintenant de se retourner vraiment vers tous les pays sont signataires actuellement de la ZLECA? 34 pays sur 55, mais ça va arriver. Mais moi, je crois que c'est une chance. Moi, je crois qu'au-delà de tous les problèmes sanitaires, c'est une grande chance de prise de conscience, seulement au niveau de nos États, pour dire que la solution de l'Afrique vient des Africains. Alors, si je peux compléter rapidement ce qu'il vient de dire, là, par rapport à la situation du Covid aujourd'hui, quelque chose malheur est bon, quelque part, si on peut dire ça, c'est que le Covid a permis de mettre à peu près tous les pays au même niveau. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien qu'on reparte. Et chacun devrait pouvoir, dans cette période où il y a eu une certaine abstinence de l'évolution, développement, devrait préparer ses cartouches, devrait préparer ses ambitions, devrait avoir son pied sur son accélérateur. Mais que font les pays africains ? Malheureusement, s'il faut le dire, pas grand-chose. On surfe sur les mêmes choses, on tourne en rond. Or, l'Afrique aujourd'hui est un environnement où, pour se développer, d'abord c'est capable, c'est possible, il faut de l'industrialisation. La matière première vient d'Afrique. Il faut commencer à pouvoir la transformer en Afrique. Et c'est possible de la transformer en Afrique. Ça ne veut pas dire brider ou couper les relations avec l'extérieur. Non. La pré-transformation, la transformation locale peut se faire en Afrique. D'abord pour ce que consomment les Africains, ce qu'ils peuvent consommer. Et ensuite pour ce qui peut être exporté. Donc on peut commencer par l'industrialisation de l'Afrique là, sur place. Et aujourd'hui c'est possible. Il y a la main d'œuvre qui est là, il y a la main d'œuvre qualifiée. Et qu'on arrête que des gens qui accèdent aujourd'hui au pouvoir, ou des jeunes qui accèdent au pouvoir aux côtés des anciens ou des vieux, qu'ils arrêtent de pouvoir toujours aller s'acoquiner avec des organes ou des organisations ou des groupes internationaux qui sont susceptibles de les soutenir. Faites-vous soutenir par vos populations à un moment donné. Mais la question, ce n'est pas les jeunes qui vont. La question, c'est que les autres... On les copte au pouvoir. On les copte, on les amène. C'est pour ça que je disais que le changement viendra du fond de l'Afrique. Qu'ils impliquent les populations, qu'ils impliquent les concernés, qu'ils impliquent... millions de jeunes Africains et chaque année, des milliers d'Africains compétents viennent sur le marché. Ils n'ont pas de débouchés et ils vont à l'extérieur, immigrer à l'extérieur. Donc, maintenant, comme vous dites, il faut maintenant ne pas toujours dire que c'est les autres, c'est les autres. Ok. C'est nous-mêmes déjà. Les autres, c'est leur intérêt. Ça va de soi, c'est leur intérêt. Ils ne vont pas nous donner sur le Canada capte ce qu'on veut. Il met le doigt sur... Quand le Canada capte des jeunes Africains très dynamiques, très intelligents, l'Europe capte, l'Amérique capte, l'Inde, l'Asie capte, c'est pour faire quoi? 100 000 jeunes par an, tous les ans vont. Ça pouvait servir l'Afrique et servir en Afrique. Mais on les capte ailleurs pour faire quoi? Pour développer ces environnements. À ce moment, il faut interpeller les gouvernements qui laissent ces... Mais on ne fait que les interpeller tous les jours. Maintenant, pas seulement empêcher qu'ils se repartent, maintenant créer des conditions pour que ceux qui sont partis reviennent. Maintenant, on avait beaucoup de jeunes Africains qui ont vraiment envie de revenir, envie de réinvestir l'Afrique, de ramener leurs compétences. Mais une fois sur place, il n'y a pas l'environnement ne correspond pas. Où il n'y a pas de plan d'accueil. Voilà. On va aller demander aux autres investisseurs de venir investir chez nous. Mais quand les propres enfants de l'Afrique qui sont ailleurs, qui veulent revenir investir, on met toutes les barrières possibles pour les dissuader. Et il y a beaucoup qui sont répartis. Donc maintenant, c'est de trouver vraiment, créer une intelligence collective afin de créer un plan spécial pour ça, afin de pouvoir, de l'intérieur et de l'extérieur, pouvoir ramener
les intelligences africaines afin d'accompagner les pouvoirs publics pour aller vers... Tout à fait. Mais l'Afrique a beaucoup de fierté de montrer ses enfants qui ont réussi à l'extérieur, au Canada, aux États-Unis, en Europe, il est à la NASA, il est à ceci. On les montre, mais on ne met rien en place en Afrique pour dire, voilà, en Afrique, on peut aussi réussir et que ces enfants-là, qui ont réussi à l'extérieur, qui font partie de la diaspora, peuvent ramener un minimum de ce qu'ils ont pu, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont acquis pour les disséminer dans cette même population. Donc on a une poignée de gens qui se disent qu'on va bien, tout va bien, et ils prennent leur exemple, leur situation, parce qu'ils vivent souvent des deniers de l'État, des deniers issus de détournements, pour arrondir leur fin de mois. Ils croient que le monde est beau parce qu'ils sont bien, ils se sentent bien, ils peuvent aller se soigner où ils veulent, comme ils veulent. L'hôpital du coin, ça ne leur sert à rien, il n'y a pas de médicaments, ils s'en foutent, mais comme ils disent qu'ils sont bien, leurs enfants sont bien, ils vont dans les grandes écoles, alors la population est bien, tout le monde va bien. Vous n'avez qu'à les écouter sur des chaînes de télévision, écoutez-les même sur nos plateaux ici, vous allez les entendre, mais ils vont vous dire comment l'Afrique est un espace très angélique, tout va bien, tout est beau, tout. Mais l'Afrique a le potentiel et les capacités à ce qu'il faut pour être beau, pour être le meilleur endroit, pour être là où il faut vivre, là où tout le monde aspire à vivre, parce que tout y est. Mais malheureusement, qu'est-ce que ceux qui dirigent l'Afrique en font? C'est ça le problème. Aujourd'hui, tout le monde va s'enrichir en Afrique, sauf les Africains. Bien, voilà. Donc si tout le monde entier va vers l'Afrique... Ça résume bien ce sujet, on va dire ça comme ça. Maintenant, il faut que les Africains se rendent compte que ça ne sert à rien d'aller chercher des richesses ailleurs, parce que la richesse est chez nous, parce que tout le monde vient en Afrique. Donc la solution à tout ça, c'est des mesures chocs. Il faut que nos institutions africaines prennent des décisions choc, afin de secouer et être vraiment crédible, parce que souvent nos dirigeants disent quelque chose, il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup de bonnes intentions, de bonnes volontés, et rien n'est suivi. Oui, mais ça part déjà de l'état d'esprit des individus. Mais changer la mentalité de quelqu'un... Vous ne pouvez pas comprendre ce que tu es en train de dire, c'est très intéressant, mais tu ne peux pas comprendre que dans un quartier, le seul bonhomme qui se sent heureux là-dedans, dans un quartier où il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas de route, il n'y a rien, il est heureux parce que soit c'est le dirigeant, soit c'est un homme... Il a le 4x4, ils se sent bien, tout va bien, ainsi de suite. Ça, alors qu'autour de lui, c'est de la misère, c'est un îlot de misère. Ça, c'est de l'égoïsme. C'est cet égocentrisme. C'est les mentalités aussi à revoir. Donc, c'est les mentalités qu'il faut revoir. Dès le départ, pas simplement les beaux discours, les bonnes dissertations. Mais ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est la question du changement des mentalités. Comment changer la mentalité? Mais on change la mentalité de qui? On change la mentalité des citoyens qui souffrent et qui n'ont rien, ou la mentalité de ceux-là qui dirigent et qui ont le pouvoir de modifier, qui ont le pouvoir d'améliorer. La mentalité de leur propre gré. C'est ça la question. C'est qu'on ne peut pas demander à l'État doit forcer ça. Disons que les institutions doivent l'imposer, à défaut de dire, parce qu'on ne peut pas faire la promotion, de dire des soulèvements sociaux, ainsi de suite. Mais en fait, celui qui misère doit se rendre compte qu'il est misérable, qu'il souffre, et qu'il trouve une solution pour dire ça suffit maintenant. En fait, c'est ce qui est un peu... On nous piège dans cette conception de, à chaque fois que quand on demande aux citoyens de pouvoir réclamer ou de s'engager, on dit on parle de soulèvement social. Non, pourquoi soulèvement? On peut changer la mentalité tout en investissant, en faisant de la conscientisation et permettre à ces citoyens de façon démocratique, libre et transparente de pouvoir aller vers son avenir. C'est qu'on sauf qu'on le fait. Oui, mais sauf qu'on le fait déjà. On le fait déjà, mais ça aboutit à quoi? Au stop de ceux qui sont aux commandes. Oui, parce qu'à chaque fois on dit soulèvement, tout le monde se met en mode à l'urgence et on nous empêche de faire les choses. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de Jean-Marie Talé et Abdelkerim Koundou Goumi. Zoom à présent sur notre sujet société consacré aujourd'hui au Sénégal. La situation sanitaire reste préoccupante au Sénégal avec des centaines de nouvelles contaminations à la Covid-19 enregistrées chaque jour dans le pays. Face à la recrudescence des cas, les autorités ont mis en place un couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès, une mesure décriée par les populations. Le point avec Ange Noménian. La tension est redescendue à Dakar et ses environs. L'annonce du couvre-feu par le président Macky Sall avait provoqué un tollé de manifestations sur la presqu'île.
Les populations ne supportent pas l'idée de retourner en état d'urgence au regard des restrictions que cela implique. Pour certaines voix désignées, les mesures de protection contre la Covid ne devraient pas se faire sans accompagnement. Les réactions qui ont eu montrent que nos populations ne sont pas préparées à s'adapter à certaines mesures comme le sont les pays européens. Et qu'il faudrait que nos dirigeants prennent conscience de cela. Un couvre-feu à Paris ne peut pas être un couvre-feu à Dakar parce que les situations ne sont pas les mêmes. Le nombre de contaminations a monté d'un cran au Sénégal. Les statistiques ont révélé que 21 245 personnes sont actuellement touchées par le virus et 465 en sont mortes. Pour tenter de freiner la propagation, le président Macky Sall a donc décidé d'imposer un couvre-feu à Dakar et à Thiès le 5 janvier 2021. L'urgence pour moi est que le gouvernement puisse se concentrer pour doter toutes les structures sanitaires, au moins dans chaque département ou dans chaque région, des structures sanitaires capables d'accueillir des personnes dans des situations de réanimation. Si le gouvernement s'accorde sur ces dispositions et prend l'engagement de le faire, je crois qu'on peut gérer l'épidémie. L'État doit, à mon niveau, regarder un peu la situation. L'Afrique, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. Nous n'avons pas les mêmes réactions par rapport aux épidémies. La pandémie de Covid-19 continue de progresser sur le continent africain. Plusieurs pays ont décidé de prendre des mesures de protection similaires au Sénégal pour pouvoir freiner la maladie. À l'heure actuelle, le nombre de cas s'élève à 3 51 581 cas sur le continent. Abdelkerim, est-ce que vous comprenez l'indignation des populations sénégalaises? Je comprends et je comprends aussi le gouvernement, parce que je comprends les deux côtés, étant donné que le gouvernement va devoir réagir et pré-réagir et être proactif par rapport à cette pandémie, étant donné que le gouvernement a déjà géré la première vague qui est passée. On a vu aussi comment le Sénégal a réussi à s'en sortir. Maintenant, la population ne s'énerve pas ou en colère parce qu'il fallait aller en couvre-feu ou pas. La population s'énerve parce que depuis le mois de mars, quand il y a eu le couvre-feu, le confinement et que les gens sont partis en confinement, le gouvernement avait promis des mesures d'accompagnement. Maintenant, est-ce qu'on a fait le bilan de ces mesures d'accompagnement? Est-ce que ça a suffi? Est-ce que le gouvernement a vraiment mis les moyens pour pouvoir accompagner les citoyens à pouvoir encaisser le choc sur le plan social? Maintenant, l'inquiétude de ces citoyens, c'est de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins de base. Donc maintenant, est-ce que le gouvernement sénégalais a mis les moyens qu'il faut? Je ne crois pas que c'était suffisant, parce que si c'était suffisant et que les populations sont satisfaites de la réponse sanitaire et sociale du gouvernement, il n'y aura pas cette colère. Donc cette insatisfaction des citoyens doit aussi avoir une réponse à sa hauteur de la part des autorités, qui ne doivent pas seulement pouvoir se contenter de pouvoir mettre de couvre-feu ou aller vers le confinement et rester avec les mêmes moyens que la première vague. Donc on doit tirer la leçon de la première vague et réagir, adapter et répondre surtout à la satisfaction des citoyens. Parce que les citoyens ne respecteraient les mesures barrières que si elle est satisfaite. Parce que si on n'est pas satisfait, on est obligé, entre survivre ou mourir de faim ou de Covid, les gens, à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Ils sont obligés de sortir, à chercher des moyens de pouvoir survivre. Donc si on ne veut pas arriver à cette désobéissance ou non-respect de ces mesures barrières, parce que le confinement et le couvre-feu, c'est des mesures barrières et de distanciation sociale. Mais si les citoyens ne sont pas matériellement en capacité de le respecter, les ordres ne suffisent plus. Peut-être on peut le réprimer, arrêter des gens ou bien chicoter des gens dans la rue par des policiers, mais ça c'est rien. Donc la mesure doit être à la hauteur des attentes des citoyens, c'est-à-dire impliquer les citoyens dans cette mesure qu'on prend surtout, impliquer aussi la société civile, impliquer les chefs religieux, impliquer tous les chefs communautaires, afin d'ensemble, le gouvernement, les citoyens et tous les corps constitués puissent arriver à cet objectif, c'est-à-dire que chacun puisse être en capacité de respecter les mesures barrières.
pas seulement une imposition où on prend des lois, des règlements et on respecte. Non. L'idée, c'est que d'amener le citoyen aussi à dire je le fais parce que j'ai non seulement l'obligation de le faire, parce que je respecte les lois et les règlements, non. Parce que je suis matériellement en capacité de subvenir ou bien de pouvoir survivre et de respecter ces mesures barrières. Jean-Marie, la crise sanitaire a mis quelque chose en exergue dans les États africains. La faiblesse des politiques sociales. Oui, non seulement c'est la faiblesse des politiques sociales, mais aussi, surtout, ça a fait ressortir ce que tout le monde voit, ce que tout le monde constate. La façon de gérer les États africains, sans implication des principaux concernés que sont les populations. Et quand vous voyez le Sénégal se soulever, vous savez que dans un pays, dans des pays d'Afrique subsaharienne, malheureusement, l'économie informelle va tourner aux alentours de 55 à 60% des populations. Alors, quand on dit que les mesures d'accompagnement, dans la première vague, on avait pris les mesures d'accompagnement, comment voulez-vous gérer les mesures d'accompagnement pour une population dont même simplement, je dis simplement, au niveau du recensement, rien n'est fiable. Ça, c'est le premier. Deuxième point. Si c'est au niveau économique, les économies sont informelles, donc vous n'avez la maîtrise de rien du tout. Donc on a mis les mesures. Ces mesures sont parties où? Dans les poches de qui? Et pour quelle quantité de population? Ceux qui se soulèvent là, ce sont des gens qui vivent en général pratiquement dans la rue, qui font leur vie dans la rue, leur vie commerciale, économique dans la rue pour nourrir leur famille. Vous avez des griots, vous avez des commerçants ambulants, vous avez des musiciens, vous avez des artistes, vous en avez de tout, qui ne vivent que de ça. Alors souvent ces activités-là ne sont pas structurées de manière formelle. Est-ce qu'ils ont bénéficié de l'accompagnement et des fonds qu'on a alloués à chacun, à la plupart des pays, pour accompagner des secteurs, sous prétexte, en tout cas, sous le fait qu'on est tous soumis à la situation sanitaire désastreuse qu'est la Covid. Je ne pense pas que tous cela en ont bénéficié. Tous les autres alors, qu'on veut enfermer aujourd'hui, qu'on veut balayer de la rue, c'est bien que l'État, le gouvernement joue son rôle de prévention sanitaire. Ça, c'est une très bonne chose. Mais quand on prend des familles dans lesquelles on n'est pas qu'un seul dans une famille en Afrique, on est plusieurs, et qu'en général on vit des petits boulots à gauche, à droite, là-bas pour nourrir ses enfants, nourrir sa famille, on va chanter, on revient, on va laver une voiture, et qu'on ne peut plus faire tout ça, et qu'on n'est même pas identifié. Comment veut-on dire qu'on parle des mesures d'accompagnement pour qui? Est-ce qu'on a demandé, même si on avait demandé à ces gens-là de s'aligner pour prendre des miettes, pour prendre quoi? Ça ne suffit pas. Et d'où on revient encore à la base, la régulation des choses économiques et des choses sociales de chez nous. Ce n'est pas toujours simplement la répression. On ne va pas simplement se permettre de dire, on peut sortir des chiffres, on peut sortir des statistiques, souvent rédigées par les autres, sur notre dos contre nous, et pas forcément pour nous. Mais quand vous regardez ça, il y a eu des financements, il y a eu des mesures d'accompagnement qui ont été données à l'État, mais l'État n'a pas su les transférer aux populations concernées parce qu'on a l'habitude de gérer l'Afrique. 1 milliard de francs CFA. On a l'habitude de gérer l'Afrique. Il y a eu certainement, l'État pouvait dégager beaucoup plus que ça aussi. Oui, il appartient à l'État, il pouvait dégager, mais ce qu'ils ont dégagé, c'est parti dans les poches de qui? Voilà. Et c'est ça que la jeunesse sénégalaise, comme la plupart de la jeunesse africaine, revendique. Nous, on veut avoir notre part. On veut bien rester chez nous. Mais comment? La question, c'est que vous avez bien dit, c'est comment? Tout le monde dit comment dans un pays où tout est informel, donc même si les gens n'ont pas des comptes bancaires, les mini ou les entreprises personnelles ou micro-entreprises sont informelles, donc ils n'ont même pas accès à la banque. Ils n'ont accès à rien du tout. Donc du coup, moi je crois que plus les gens ont besoin, qu'est-ce qu'on a besoin quand on est en confinement, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'eau, de l'électricité, du pain, de la viande, des trucs de base. Mais l'État aurait pu décréter la gratuité de l'eau et de l'électricité pendant ces périodes. L'État aurait pu subventionner le prix du pain, ou même de prendre des décrets que le prix n'augmente pas. Oui, ça c'est quand on parle d'une bonne gestion de l'État. Est-ce que l'État est bien géré? L'État aurait pu faire beaucoup de gestes d'apaisement. Oui, mais sauf que justement, est-ce que l'État a les moyens de faire des gestes d'apaisement? L'État, en réponse à cette question-là, l'État va dire que nous avons de la dette, on va devoir juguler, on va devoir payer. On a fait des... Oui, mais qu'il faut bien payer parce que ce sont des sources budgétaires là qu'on est en train de devoir couper. Est-ce que on joue comme ça. Mais le moratoire n'annule pas la dette. À un moment dire,
pour l'instant, comme dans d'autres pays qui l'ont fait en France, c'était pareil. La France, ils ont fait des mesures pas les mêmes sans économies. avoir les moyens. Mais quand les autres États disent quoi qu'il en coûte... Parce que la France sait se donner les moyens. Est-ce que l'Afrique se donne les moyens? Oui, quand ils Je ne disent pense quoi pas. qu'il en coûte, ils ont priorisé leur population, la survie de leur population, de leur économie et de leur système de santé. Parce qu'ils ont la garantie après d'obtenir des prêts, si jamais Mais ils en ont besoin. toujours. Est-ce que Mais les États maintenant- africains ont cette garantie-là? Mais pourquoi ils doivent seulement prêter? Avec ce qu'ils ont, ils peuvent le faire. Maintenant, Oui, mais c'est géré comment? Le problème, c'est on retombe là sur la gestion désastreuse des pays africains par les dirigeants africains. C'est systématiquement le même problème. Pour ça, je disais qu'il faut une gestion inclusive de cette crise. Mais quand il y a une gestion inclusive, il n'y a pas seulement l'État quelque part qui prend des décisions et qui donne des solutions. C'est l'État qui Donc, régule. la gestion C'est l'État qui régule. C'est l'État qui doit donner des orientations. Réguler ne veut dire pas être uniquement dans son coin, décider, planifier et appliquer. Non, c'est fixer des orientations. Donc maintenant, si l'État dit que, vu cette situation, on va suspendre tous les paiements des intérêts, des dettes, nous, notre priorité, c'est de sauver notre économie, notre peuple, après on verra. C'est ce que tous les pays ont fait. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Si on dit que les États dont tu parles sont des pseudo-États qui sont dépendants d'autres États, prenons la monnaie. Prenons la monnaie, le franc CFA, par exemple. Je vais revenir juste sans vous couper la parole. Oui. Est-ce que l'État sénégalais a budgétisé combien coûte en termes économiques et monétaires un jour de confinement en termes de Covid si toute la population est assurée de ce qu'il faut? On n'a pas quantifié. Alors, on a juste dit qu'il faut 1 milliard, on va dire 1 milliard. Maintenant, mais pourquoi? c'est qu'il faut faire. Parce qu'on ne connaît même pas en termes de recensement. En termes de recensement, on ne connaît même pas les populations. En termes d'informel, on ne sait pas qui est informel, qui est informel. Non, il y a ce qu'on écrit. Attention, il y a ce qu'on écrit. Mais est-ce que le Sénégal ne peut pas justement mettre des équipes en place? Ils ont eu le premier confinement. Voilà, ils ont ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils peuvent apprendre justement de ce premier confinement-là pour rectifier le tir? C'est là où je dis que les solutions du premier confinement ont bénéficié à qui? Non, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que si le centre de tout ce qu'on dit, c'est la satisfaction de la population. Oui. Donc, on a dit que la population a obéi aux ordres, a suivi les ordres, a même parfois acclamé la décision du gouvernement. On dit que c'est du bon sens. Au premier confinement. Au premier confinement, la population a suivi. Mais il faut savoir que le premier confinement, il y a aussi l'effet de peur. Hein? On les laisse l'effet de peur de l'inconnu. Oui, j'allais venir. Donc, du coup, il ne faut pas incriminer la population. La population a suivi. Maintenant, si la population dit deuxième vague, pourquoi la population s'est braquée? Parce qu'on dit, bon, première vague, elle était en attente, elle n'a pas eu de réponse. Et donc, pourquoi on doit obéir? Donc, on doit aussi demander, exiger plus le fait de protester et exprimer son mécontentement. C'est l'occasion, justement, au pouvoir public de prendre compte et de redéfinir leur stratégie. Maintenant, comme on dit quand et comment, maintenant ce que moi j'ai reconnu, c'est que le gouvernement sénégalais puisse quantifier ce qui coûte une journée de Covid au Sénégal et multiplier ça par le nombre de milliards qu'il faut et qu'on mette le paquet afin de faire. Mais n'oubliez pas que le Sénégal est un État résilient aussi. Quand on regarde globalement la gestion du Covid par rapport au reste du monde, quand même on a seulement 480 décès sur 28 000 contaminations et 18 000 presque guérisons. Donc ça veut dire que ce plan-là, l'État a fait. Maintenant, on ne reproche pas l'État sénégalais d'avoir échoué sur tous les plans. Moi, je crois que là où ils ont peut-être pas réussi comme il faut, c'est dans l'accompagnement social et économique de l'impact de cette crise. On est d'accord. Ça sera le mot de la fin. Merci Jean-Marie Talley et Abdelkarim Koundoumi d'avoir participé à cette émission. Et si vous permettez, juste d'accord, je voulais terminer le dernier mot. Seulement profiter pour souhaiter à tous les téléspectateurs de notre chaîne une bonne année 2021, une très bonne santé et surtout qu'ils fassent plaisir à eux et à tous ceux qui leur sont chers et qu'ils le fassent dans la joie avec tous les plaisirs de la vie. Donc c'est ce que je voulais simplement leur dire à tous ceux que vous aimez, à tous ceux que nous aimons et à vous tous et à toute l'équipe, que vous vous portiez bien et que tout se passe bien. Merci, une très bonne santé. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis.